Merci, merci d'être là. Écoutez, avant de faire une petite introduction, un petit peu pour vous expliquer. Donc cette conférence, en fait, n'a pas pour but d'être un one shot. Elle va s'inscrire normalement dans un cycle de conférences un peu plus long, dont le but, dont le thème sera en fait le Rafale, l'avion français qui est le plus moderne qu'on a actuellement dans nos forces armées, et plus principalement le programme Rafale, c'est-à-dire comment on a développé, pourquoi on l'a développé. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi parler de cette thématique-là? Pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est quand même qu'on se trouve quand même sur un discours souverainiste. L'indépendance de la nation fait quand même partie de des choses qui nous tiennent à cœur. Et forcément, l'outil militaire, il y a toute sa place. Ça reste quand même l'ultime garant de notre souveraineté, en fin de compte. La seconde, c'est également quand même par rapport à une actualité. J'imagine que certains d'entre vous, mais on y reviendra dans les conférences suivantes, ont entendu parler du SCAF, que le système de combat aérien futur, qui va être un projet, donc au départ qui était un projet franco-allemand et auquel s'est greffé l'Espagne dernièrement, et qui est là je peux le dire, je vous donne déjà mon avis, qui est un danger mortel pour notre industrie aéronautique et même pour notre outil militaire. Pourquoi parler du Rafale et pourquoi parler du programme Rafale? En fait, on verra qu'il y a énormément de similitudes au moment où le programme Rafale s'est initié, donc à la fin des années 70, début des années 80, et ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que je trouvais très intéressant, de donner déjà quelques pistes, quelques connaissances sur ce sujet pour qu'on puisse bien se rendre compte, de ce qui se trame actuellement et à quel point c'est important. Donc du coup, pourquoi donc, en revenons-en à aujourd'hui, pourquoi cette conférence du coup sur le renouveau militaire aéronautique français? Effectivement, comme pour moi, le but c'est vraiment de vous faire le début du programme Rafale. Il était important évidemment de connaître l'état des lieux. Quel était l'état des forces aéronautiques françaises à la fin des années 70? Quel était l'état de son industrie? Mais quand on a c'était figé. Si j'aurais commencé directement à ce moment-là, pour moi, on allait perdre la dynamique, on allait perdre l'évolution qui était très importante. Je vais utiliser un exemple un petit peu simple, mais qui je pense va vous faire comprendre. Si vous prenez deux élèves, si le premier commence à 6 de moyenne, mais qui finit l'année à 12, si vous faites la moyenne, il aura 9. Et par contre, vous prenez un deuxième élève qui commence l'année à 12 et qui finit à 6, si vous calculez la moyenne à l'année, ils auront la même moyenne. Les deux auront 9, donc vous considérez qu'ils sont équivalents. Toutefois, si on s'intéresse à la dynamique, on voit qu'on a un élève qui sera en phase de progression, alors qu'on aura un élève qui, au contraire, sera en phase de régression. Donc, en fait, ils n'auront pas du tout la même valeur, en fait. Du coup, c'était un petit peu ça. Pourquoi je voulais vraiment commencer à parler de l'industrie aéronautique militaire française, donc 30 à 40 ans, avant le Rafale, c'était pour vraiment bien montrer l'évolution, l'impulsion, pour bien expliquer comment, ce qu'on le verra, la France est devenue la puissance majeure dans l'aéronautique militaire en Europe dans les années 70. Donc voilà un petit peu, désolé pour cette longue introduction, mais c'était pour vraiment bien que vous compreniez un petit peu mon but et le principe. Ensuite, je vais me présenter vite fait. Il faut bien que vous vous rendiez compte que je ne suis pas pilote, ni de chasse, ni civil. Le seul diplôme que j'ai dans l'aéronautique, c'est un BIA, un brevet d'initiation à l'aéronautique, que j'ai eu à la classe de seconde, donc quand j'avais 15 ans, il y a plus de 15 ans. Donc ça date, donc voilà, donc je suis un amateur complet. Là, je m'intéresse à la chose parce que étant enfant, comme beaucoup d'autres à mon âge, j'avais des étoiles plein les yeux quand je voyais des avions de chasse. C'est un sujet qui m'a toujours vraiment intéressé. Donc j'ai lu pas mal de docs, beaucoup de magazines, je me suis pas mal renseigné sur Internet. Lu beaucoup d'articles, mais je reste un amateur complet. Donc je vais essayer de vous donner un fil conducteur. Je vais essayer de vous donner, je vais essayer quand même de rester le plus juste et le plus factuel dans mes propos. Mais je ne suis pas un professionnel de la question. Comme ça, les choses sont posées. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, pour commencer, on va surtout s'intéresser en fait au tout début de l'aviation, en fait, parce que pour pouvoir comprendre le renouveau militaire français de 45 à 55, il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, la France, c'est l'arme aérienne, mais en fait, c'est une très vieille histoire. C'est même la France qui sera la première à utiliser. On considère qu'en fait, c'est lors de la bataille de Fleurus en 1794, donc durant les guerres révolutionnaires, notamment, donc c'est la dernière bataille contre la première coalition contre la France, qu'en fait, la République française utilisera pour la première fois des aérostats, des montgolfières, pour pouvoir faire du repérage, en fait, et pourra donc ainsi voir le mouvement des troupes et surtout pouvoir régler son tir d'artillerie. Donc la France, s'intéresse très très vite, du coup, à l'arme aérienne. De la même façon, durant la guerre franco-prussienne en 1870-1871, Gambetta, l'homme politique Gambetta arrivera à s'enfuir de Paris par une montgolfière et arrivera à atterrir près de la Loire. Et du coup, même si c'est pas
l'utilisation ne sera pas faite lors d'une bataille. Gambetta réussira, donc cet homme politique réussira à insuffler un nouveau souffle aux troupes françaises, notamment avec la création de l'armée de la Loire, et qui a bien failli retourner l'issue de la guerre. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça n'aura pas été très loin. Donc finalement, très vite, la France, l'arme aérienne est extrêmement importante pour elle. Et d'ailleurs, le mot aviation est inventé par un journaliste français en 1863 qui s'appelle Gabriel de Lalandelle, donc qui invente le mot aviation. Et cocorico, aujourd'hui, il est quand même unanimement considéré que le premier homme à avoir fait voler donc un avion, c'est-à-dire un appareil plus lourd que l'air, il s'agit de Clément Ader en 1890, avec un appareil nommé Éole, en hommage évidemment au dieu des vents dans la mythologie grecque. Très vite, les militaires vont s'intéresser à la question. Ils vont trouver énormément d'intérêt. Et du coup, en 1912, la France, l'armée française va devenir la première armée au monde à intégrer l'arme aérienne au sein de ses forces. Alors tout d'abord, elle ne sera pas une entité indépendante. Il n'y a pas d'armée de l'air en tant que telle, elle est intégrée à l'armée de terre qui va juste devenir la 5e branche, la 5e composante. Donc la première composante, c'est évidemment l'infanterie, on trouve ensuite la cavalerie, l'artillerie, le génie. Et du coup, les forces aériennes deviendront donc la 5e branche de cette armée de terre. L'arme aérienne va évidemment connaître son plein essor avec la Première Guerre mondiale. Il est évident que ça va être un changement drastique. Au départ, les avions sont d'abord utilisés comme des avions de reconnaissance, finalement un petit peu comme à l'époque de notre bataille de Fleurus, un gros siècle avant. On veut savoir un petit peu les mouvements des troupes, régler les tirs d'artillerie. Mais très rapidement, il va falloir s'occuper de chasser l'adversaire du ciel, et donc les premiers combats aériens vont avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est en octobre 1914 que le premier combat aérien de l'histoire a lieu entre un avion français et un avion allemand, avec la victoire de l'avion français. Donc, encore une fois, cocorico, la France demeure du coup le premier pays à avoir remporté la première victoire aérienne de l'histoire. La Première Guerre mondiale va avoir vraiment un bouleversement des stratégies, des tactiques mises en place, et l'arme aérienne ne fera pas exception. Il va y avoir un bouleversement complet auquel les Allemands vont énormément participer. Ça va vraiment être une lutte à deux. La maîtrise du ciel pour la Première Guerre mondiale va vraiment être une lutte à deux entre la France et les Allemands. Les Allemands prendront un avantage au milieu de la guerre dans les années 1915-1916 par des tactiques déjà beaucoup plus modernes avec des raids massifs, là où les Français continuent encore à être dans un esprit chevaleresque. Et je m'explique très rapidement, la cavalerie ayant quand même perdu beaucoup d'intérêt, même déjà au début de la guerre, on s'était quand même rendu compte du peu d'intérêt que la cavalerie avait. Et donc en fait, un certain nombre de cavaliers se sont reconvertis en tant que pilotes. Et du coup, ont apporté certaines de des prérogatives de la cavalerie, certaines coutumes qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs dans certaines escadres, et qui fait que les pilotes français avaient tendance à vouloir se battre à un contre un peu à l'ancienne, l'esprit chevaleresque. C'est très beau, mais c'est très stupide. Les Allemands l'ont bien compris. Du coup, les Allemands vont faire des raids, ce qui fait que les Français vont avoir du mal. Il va également y avoir des innovations apportées par les Allemands, notamment le tir à travers l'hélice, qui est une innovation allemande, qui serait une très grande innovation. Toutefois, les Français reprendront l'avantage à la fin de la guerre. Et ça deviendra la première puissance aérienne au monde. Il faut savoir que la France va produire plus de 50 000 avions. 50 000, rendez-vous compte du chiffre, au cours de cette guerre, et plus de 90 000 moteurs d'avions. On peut considérer du coup, on va pas s'étendre trop, mais que cette victoire, que cette suprématie française en fait s'inscrit plus, ce n'est pas tellement l'arme aérienne qui est partie de son côté, je veux dire qui a innové de son côté, mais que ça fait plus partie du changement stratégique français, de l'innovation stratégique française majeure, qui va être l'art opératif. Ce n'est pas le principe de la conférence, mais il faut vraiment se rendre compte que ce sont les Français qui ont mis le doigt sur un changement de paradigme majeur pour mener des guerres. Donc l'art opératif, et notamment donc le moteur, vraiment l'importance du moteur, l'importance de pouvoir se déplacer rapidement et sur plusieurs points du front. Et du coup, l'aviation s'inscrit là-dedans. D'ailleurs, un petit peu pour résumer, quand on résume la Première Guerre mondiale, on dit que c'est le moteur français qui a battu le rail allemand. Et donc là encore, l'aviation y a toute sa place. Du coup, à la fin de la Première Guerre mondiale, la France est sans aucun conteste possible, la première nation aéronautique militaire au monde. Toutefois, ne va pas du tout pouvoir, comme malheureusement beaucoup de ses acquis lors de la Première Guerre mondiale, ne va pas pouvoir le valider. Et en l'espace de 20 ans, ça va être un petit peu peut-être pas parler de Bérésina, mais la France, toute l'avance que la France avait pu avoir à la fin de la Première Guerre mondiale, elle ne l'aura absolument plus à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on va un petit peu essayer de s'y intéresser, parce que c'est vraiment important pour comprendre du coup le renouveau qui va y avoir lieu.
qu'un renouveau, même si effectivement dans le titre de ma conférence, j'ai parlé d'un renouveau de 45-55, on aura déjà en fait les bases de ce renouveau auront lieu dans les années 30. Mais déjà, pourquoi du coup la France va-t-elle perdre de son avance? La première chose, c'est que la France ne va pas du tout réussir sa transition dans les années 20. Il y a énormément d'industries, enfin de petites entreprises qui se sont créées lors de la Première Guerre mondiale, donc pour pouvoir fournir les appareils, et il n'y a eu aucune rationalisation de cet outil-là. Ce qui signifie qu'on va avoir une multitude de petits constructeurs qui vont toujours essayer de plus ou moins vendre de vendre leurs appareils. On a également le fait que la technologie va énormément évoluer, c'est-à-dire que les avions, entre les avions des années 20 et les avions des années 30, ça n'a absolument plus rien à voir, ce qui rend pareil obsolète très rapidement, donc ce qui empêche la construction de très grandes séries, parce qu'on ne va pas acheter plusieurs centaines d'appareils quand on sait que 2 ou 3 ans plus tard, ils seront complètement obsolètes. Donc en fait, ce qui va empêcher du coup le développement d'une industrie de production à grande échelle importante en France. Donc où chacun des petits constructeurs reste dans son coin, donc on reste complètement dans un domaine artisanal. Au moment des années 30, comme j'ai dit, il y a eu une explosion technologique absolument prodigieuse. Les avions deviennent des machines beaucoup plus complexes qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années auparavant. Et du coup, il y a un besoin nécessaire d'avoir une industrie cohérente. Les avions sont faits les pièces pour faire les avions sont de plus en plus complexes, coûtent de plus en plus cher. On ne peut plus du tout se permettre, d'avoir des constructeurs dans tous les sens, avec énormément de sous-traitants pour chacun d'entre eux. On ne s'y retrouve plus. D'ailleurs, il y aura un grand scandale, en fait, au début des années 30. Il y avait un programme de trimoteur. L'armée avait lancé un programme pour pouvoir avoir des trimoteurs pour son armée coloniale, car elle s'était rendue compte, notamment lors de la guerre du Rif, donc c'est une guerre coloniale que la France mène au Maroc dans les années 20, s'est rendue compte de la difficulté qu'elle avait à gérer ses troupes aériennes. Donc elle avait besoin du coup d'un nouvel avion. Donc elle a organisé un concours pour pouvoir choisir le meilleur avion. Ça a été une gabegie absolument totale. Ça va prendre des années, il va y avoir énormément d'argent qui va être dépensé. On estime aujourd'hui que c'est plus de 150 millions d'euros, alors évidemment pas actualisés, qui auront été dépensés en pure perte. Et donc ça crée un peu un électrochoc au sein, des politiques et de l'état-major français, qui se rendent compte que là, il y a un véritable problème. D'autant plus qu'ils voient que leurs concurrents et même futur ennemi, donc l'Allemagne, se réarment à grands frais. Il y a vraiment nécessité de changer la donne. Comment ça va se passer? Ça va passer par les grandes nationalisations de 1936. Voilà, rappel, petit cours d'histoire. En 1936, le Front populaire arrive au pouvoir, et donc très vite, on va avoir les nationalisations vont avoir lieu. Et ces nationalisations, du coup, vont avoir 2 objectifs. Le premier est un objectif purement politique. Donc là, c'est un peu comme la France nous habitue un peu malheureusement trop souvent. Il faut savoir que à la suite de l'arrivée au pouvoir du Front populaire, de très grandes grèves vont éclater, notamment dans les industries automobiles et aéronautiques, et beaucoup les grèves les plus violentes auront lieu dans l'industrie aéronautique. Et en fait, on s'est rendu, les hommes politiques se sont rendus compte que ça se faisait avec toute la faveur du patronat, qui était là pour emmerder évidemment le front de gauche qui venait d'arriver. Et donc du coup, ces nationalisations avaient pour but finalement de mettre la main sur ces usines, sur ces sociétés, pour empêcher qu'elles puissent leur nuire à l'avenir. Donc ça, c'est le côté pas très, pas terrible du pourquoi de ces nationalisations. Mais par contre, le second point, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'il y avait vraiment une prise de conscience du retard vraiment très important qu'avait pris l'industrie française dans le domaine de l'aviation. Donc, il y a eu une nationalisation. Une nationalisation qui s'est faite en concertation avec les grands patrons. C'est-à-dire que ça n'a pas été une nationalisation sauvage. Les sociétés nationalisées ont pu conserver leur nom, donc ont été intégrées au sein de grandes structures nationales, donc les fameuses sociétés nationales de construction aéronautique. Donc il y en a eu 6 au total, mais les sociétés privées qui étaient incorporées au sein de ces grandes entités pouvaient conserver toute leur identité. Leur nom, donc notamment Bloch, qui deviendra Dassault, mais on en reparlera, que ça soit Devoitine, que ça soit Brequet, que ça soit Potez, toutes les grandes sociétés, les grands noms de l'industrie aéronautique française ont pu conserver leur identité, ont pu conserver leur nom. Donc du coup, cette phase de nationalisation, du coup, va pouvoir, on l'espère, en tout cas, c'est ce que l'élite politique française l'espère, rationaliser la production, car malheureusement, la guerre approche à grands pas. Du coup, est-ce que ça a marché? En fait, oui et non. C'est-à-dire que dans l'idée, ces grandes nationalisations, en fait, ont eu du sens, parce la France avait pris un tel retard qu'il était absolument nécessaire, de marquer un grand coup pour pouvoir, remettre
cette industrie-là dans le bon sens. Ça va donner de très grands résultats en fait, et même finalement très rapidement. On va avoir une multiplication de la productivité, une multiplication des avions modernes qui vont sortir en 1938, 1939 et 1940. Malheureusement, la guerre va arriver trop vite et donc l'industrie aéronautique française qui était en pleine mutation, je vais utiliser un petit peu comme un petit peu la chenille qui se fait dans sa chrysalide avant de devenir un beau papillon. On va dire que l'industrie aéronautique française était exactement dans le même état en 39-40, mais malheureusement la guerre arrive trop vite et du coup les changements n'ont pas encore eu suffisamment de temps pour pouvoir avoir des effets massifs. Et du coup, l'armée de l'air aérienne ne fera pas le poids, même si elle se défendra extrêmement bien. Mais voilà, elle est en pleine mutation, donc les changements n'auront pas eu le temps de porter leurs fruits et du coup ne pourront éviter le désastre de 40. Mais ce qui est vraiment important de se rendre compte déjà, c'est que même malheureusement, la campagne de France est peut-être le plus grand désastre que notre pays ait jamais connu dans son histoire militaire, que malheureusement l'armée de l'air a plus que sa part de responsabilité dans cet échec. Il faut bien se rendre compte qu'on s'en était déjà rendu compte avant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une mutation, il y avait déjà une volonté de faire évoluer cette industrie-là, de faire évoluer les capacités de production, de les rationaliser, et que donc à la fin de la guerre, on va pouvoir se baser sur ce qui avait déjà été fait du coup dans ces années 30. Donc c'est pour ça que lorsqu'on commence vraiment notre histoire, donc du coup en 1945, lorsque nous sommes en 1945, l'état de la France est évidemment catastrophique. C'est compliqué. La situation est compliquée. La France est évidemment en ruine. Ses armées elles portent sur elles évidemment sur le fardeau le désastre de 1940. Et pourtant le général de Gaulle, alliés aux communistes, ce qu'il ne faudra vraiment pas oublier qu'ils auront été très importants, veulent redonner toute sa splendeur à la France. La puissance française ne se négocie pas. Et donc pour Charles de Gaulle, il est extrêmement important de faire de l'industrie aéronautique un exemple. L'exemple que la France retrouve sa place parmi le concert des plus grandes nations. Et donc, d'un commun accord avec le CNR, ils vont engager énormément d'argent pour pouvoir remettre la France sur les bons rails. Donc ils vont repartir de ces grandes sociétés de construction aéronautique qui avaient été créées en 1936 après les grandes nationalisations du Front populaire vont être conservées et du coup on va aboutir à un semi-échec. C'est-à-dire que à court terme, c'est un échec total. C'est-à-dire que ça va être une gabegie d'argent. On va mettre l'État va injecter énormément d'argent alors qu'encore une fois, on est quand même en pleine reconstruction. Rappelez-vous que les tickets de rationnement resteront jusque dans les années 50, jusqu'au début 50 en France. Et donc l'État va mettre énormément d'argent pour pouvoir refaire des appareils militaires. C'est censé être à la fin de la guerre, donc ça fait pas forcément partie des priorités. Et malgré tout, le fait que c'est comme si, on a fait comme si c'était rien passé entre 1940 et 1945, et que du coup, même si du coup l'industrie aéronautique française avait commencé sa mutation et son évolution, il restait un petit peu des problématiques qui n'avaient pas été réglées. Notamment, un des gros problèmes que l'armée de l'air avait eu en 1940, c'est qu'elle avait de très bons appareils, sauf qu'il lui manquait des pièces. C'est-à-dire que, il lui manquait des hélices, l'autre, il lui manquait son appareil de communication, l'autre, c'était les mitrailleuses qui n'étaient pas installées. La rationalisation n'avait pas encore été menée jusqu'à son terme. Il y avait ce genre de soucis. Et du coup, en 45-46, on a toujours les mêmes problèmes. Le second problème qui est beaucoup plus pernicieux, et là aussi il faudra quand même bien s'en souvenir, il faut savoir que le premier problème, c'est la destruction de notre outil aéronautique. Et qui en fait s'est fait sur 2 points. Le premier, finalement pas si important que ça, a été la destruction des usines, la destruction des terrains surtout par l'aviation alliée. Effectivement, faut bien se rendre compte que la France étant occupée par l'Allemagne, les Allemands ont réquisitionné les usines, donc ça a resté des cibles de choix pour les aviations alliées et que les Anglais et surtout les Américains se sont donné à cœur joie de les détruire. Donc c'est effectivement, il a fallu les reconstruire, mais on s'est rendu compte au final que ça avait eu assez peu d'impact en fait sur notre capacité à rebondir ensuite. Mais par contre, ce qui nous a vraiment fait mal a été la saloperie germanique. C'est sur le Discord du Cercle Aristote, on est
et voilà, sous l'égide de Pierre-Yves Rougeron. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de ménager nos ennemis d'outre-Rhin. Les Allemands vont détruire méthodiquement notre capacité aéronautique en l'espace de 5 ans. La France, même s'il y avait des difficultés, comme je les ai citées, a resté malgré tout une nation aéronautique de premier plan, avec énormément de bureaux d'études, des ingénieurs très capables, donc avec une capacité d'innovation importante. Ils vont la détruire complètement et ils vont faire de la France un peu dans leur objectif de pasteurisation de notre pays. Ils vont complètement nous vider de toute la substance intellectuelle qui faisait notre force. C'est-à-dire que l'industrie aéronautique française ne fera plus que des réparations et ne s'occupera plus que de produire des avions de très très basse qualité technologique. Vraiment, vraiment le b.a.-ba. Hein, pour reprendre un peu un exemple médical, c'est comme si vous preniez tous les médecins de France, les chirurgiens, les spécialistes, quoi que vous voulez, et que pendant des années, vous ne leur fassiez plus faire que du boulot d'aide-soignant ou d'infirmier première année. Alors, c'est effectivement utile pour faire certaines tâches à l'hôpital, ça nous sommes d'accord, mais on est aussi d'accord qu'au bout de quelques années, si tous les médecins ne font plus que du travail d'aide-soignant, ils seront plus du tout capables de soigner ensuite. Ils auront perdu, voilà, le chirurgien thoracique ne sera plus du tout capable de faire des opérations de très haut niveau. Bah là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et ça, en fait, en 45, la France ne s'en est pas rendu compte. Parce qu'en fait, elle avait l'impression qu'elle avait toujours les hommes, mais en fait, sauf que les hommes n'avaient plus les capacités, il a fallu les retrouver. Et donc ça a fait énormément de mal. Donc du coup, c'est pour ça que le début est un peu dur. Alors du coup, comment on s'en est sorti? Bah du coup, on s'en est sorti notamment par le privé. C'est-à-dire que même si les grandes nationalisations, les grandes sociétés issues de la nationalisation continuaient, certaines sociétés qui avaient été nationalisées avant-guerre, on peut retrouver une totale indépendance, et ça va notamment être le cas de Bloch, qui se rebaptisera Dassault, et également de Breguet, qui vont pouvoir du coup également proposer des prototypes. Et du coup, la volonté politique étant là, parce qu'encore une fois, si c'est un échec dans un premier temps, c'est un échec à court terme, par contre, ça sera une réussite totale au moyen et long terme. Comme il y a cette volonté absolue de retrouver une indépendance complète sur ce créneau, voilà, sur l'aviation militaire, la France va s'en donner les moyens. Et surtout, va y avoir une sorte d'effervescence intellectuelle qui va avoir lieu donc du coup à la fin des années 40, où on va mettre en concurrence les sociétés nationales et ces sociétés privées pour pouvoir aboutir aux appareils les plus performants. Et c'est en fait de cette compétition que Dassault, voilà, ça va être vraiment important parce que ça va être vraiment l'acteur principal des années qui vont suivre, va vraiment pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux chiffres, un petit peu à ce qui se passe, il est vrai que donc ce sont les Allemands du coup qui, avec leur Messerschmitt, voilà, vont mettre en place les premiers avions à réaction opérationnelle, hein, parce que finalement, ce qu'apporte la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des avions à hélice et le début des jets, le début des avions à réaction. Donc du coup, très rapidement, les autres puissances vont vouloir du coup l'égaler. La France va finalement réussir à faire voler un avion à réaction, un prototype d'avion à réaction assez vite. En fait, dès la fin 46, l'avion nommé Triton volera, et on peut plus ou moins dire que ça. C'est-à-dire que l'appareil a des performances absolument cataclysmiques. C'est vraiment un prototype, mais voilà, au moins on peut dire que la France aura réussi à faire voler son premier avion à réaction. Donc ensuite, du coup, va vraiment falloir, donc beaucoup d'efforts sont évidemment nécessaires. Surtout que, comme je dis, les autres puissances ne chôment pas. Et notamment, on va avoir le cas des Américains qui, avec des 47, avec le Bell X-1, donc piloté par Chuck Yeager, vont être les premiers du coup à franchir le mur du son, à dépasser Mach 1. Et ce seront ensuite le tour des Britanniques et des Soviétiques qui dépasseront le mur du son du coup en 48. Donc autant dire que ça commence un petit peu à urger pour la France pour pouvoir se remettre à niveau. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la Renaissance a d'abord eu beaucoup de mal. Je veux dire, voilà, même s'il y a eu énormément d'argent qui a été injecté dans les sociétés nationales, ça n'a pas eu de succès. Notamment, il y aura l'Espadon, donc qui était censé faire la suite du Triton, donc qui était censé être le premier chasseur à réaction français, va avoir énormément de difficultés de mise au point. Et donc, du coup, c'est pour ça que la solution va venir du coup donc d'un industriel privé, va venir de Dassault. Et donc du coup, c'est Dassault avec son Ouragan, donc ça va être le Dassault Ouragan, dont le premier vol aura lieu en 49 et qui rentrera du coup dans les forces armées françaises en 51 et 52, va du coup devenir le premier chasseur à réaction opérationnel français au sein de notre flotte.
Donc l'Ouragan, donc c'est un appareil pour ça extrêmement important parce que c'est le pionnier, c'est le premier. Donc c'est un appareil donc à réaction, donc c'est un appareil tactique, donc c'est-à-dire qu'il est là pour la bombarde, pour le bombardement, donc c'est un avion air-sol et qui est subsonique, c'est-à-dire qu'il ne franchit pas le mur du son. Il a une vitesse maximale d'à peu près 800-850 km/h, ce qui est déjà pas mal. Le second appareil qui va vraiment faire franchir un énorme palier à la France et qui va vraiment la mettre au niveau de ses homologues britanniques et américains. Donc ça va être l'avion qui va suivre l'Ouragan, d'ailleurs, qui va en être dérivé, qui va être le Mystère, le Super Mystère, le Mystère 2, qui sera du coup le premier avion officiellement à passer le mur du son, donc à passer Mach 1. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote assez rigolote à ce sujet-là. Donc du coup, quand il développe l'avion, donc quand Dassault développe l'avion avec l'aide de ses pilotes d'essai, donc il recherche à dépasser Mach 1, mais il n'y arrive pas. C'est-à-dire que le manomètre, enfin en tout cas ce qui mesure la vitesse, le Mach-mètre plutôt, ce qui va mesurer le Mach-mètre, reste bloqué à 0,95, 0,97. Ils n'arrivent pas à franchir ce Mach 1, donc ils sont un petit peu frustrés. Puis va y avoir une délégation américaine qui arrive et du coup qui s'intéresse à l'avion et qui demande à pouvoir l'essayer. Donc du coup les Français acceptent et du coup le pilote américain annonce fièrement à la radio, c'est bon, j'ai passé Mach 1. Alors là, les Français n'en reviennent pas, sont quand même sacrément vexés, et donc du coup vont voir les instruments. Et en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'en fait le Mach-mètre en fait était bloqué. Et en fait, ils se sont rendus compte un peu avec effroi qu'en fait, ça faisait déjà des semaines et des semaines qu'ils avaient franchi officiellement Mach 1, mais ils l'avaient pas reporté. Donc c'est pour ça que officiellement, le premier avion à avoir franchi Mach 1 en France a été fait dans les mains d'un pilote américain. Pour la petite anecdote. Du coup, le Mystère 2 arrivera en ligne dans les années 50, Mystère 4 au milieu des années 50. Et donc c'est pour ça que je parlais de renouveau aéronautique, c'est qu'en l'espace de 10 ans, suite de la guerre qui laissera la France très affaiblie dans ce secteur-là, dans un secteur qui en plus, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, était déjà en pleine mutation, avait déjà d'énormes difficultés, et la France a réussi en moins d'une décennie à se mettre au niveau de ses concurrents américains et britanniques et de ses plus ou moins ennemis soviétiques, en sortant des avions tout à fait capables, car effectivement, il faut savoir que le Mystère 4, donc qui seront achetés par la France, impressionneront tellement les Américains que ce sont les Américains qui achèteront ces appareils pour nous. Donc en fait, il faut savoir que ce sont des avions français, mais qui ne nous ont jamais appartenu. En fait, ils ont été achetés par le gouvernement des États-Unis, qui les a ensuite rétrocédés à la France. Et il faut savoir qu'à la fin de leur utilisation, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près duré une trentaine d'années, les Mystères ont été en ligne jusque dans les années 80, et ensuite les avions sont repartis aux États-Unis parce que finalement ils avaient été achetés par l'argent de contribuables américains. Et ça reste un avion 100% français. Donc écoutez, ça va être pour cette introduction, je pense qu'on va pouvoir commencer à s'arrêter là. Donc pour moi, ce qui était important, c'était pour un petit peu vous montrer un petit peu le début de l'aéronautique française, qui a été un petit peu mouvementé, de voir qu'il y a qui est également important en conclusion, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est vraiment la volonté politique. On se rend bien compte que la France, du coup, a pu passer des jalons dans le développement de son industrie aéronautique et du coup d'avoir des appareils performants quand la volonté politique a été derrière et quand elle a pris des grandes décisions. On va évidemment avoir au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, où il va y avoir la décision d'intégrer cette arme aérienne au sein de nos forces militaires. On va avoir dans les années 30, quand on se rend compte de la gabegie et que que l'industrie artisanale qu'on a n'est absolument pas adaptée au monde qui vient. Donc du coup, on va avoir un choix politique fort de grandes nationalisations qui vont quand même pouvoir remettre un nouvel élan et une forme de rationalisation. Et pareil en 45, alors que tout le monde demande à De Gaulle d'accepter la supériorité anglo-saxonne, de refuser cet état de fait et de finalement, quoi qu'il en coûte, redonner le lustre d'antan à la France et donc du coup d'injecter énormément d'argent qui, comme je vous l'ai montré, effectivement, dans un premier temps, n'a pas porté ses fruits, parce que ces grandes sociétés nationales vont connaître des grandes difficultés dans les années 40, à la fin des années 40. Comme je dis, elles vont même échouer à développer dans un premier temps, parce que ça sera différent ensuite, mais dans un premier temps, ne vont pas réussir à développer d'avions à réaction. Mais ça a quand même donné un élan. Il y a quand même eu, du coup, comme je dis, une effervescence. Il y a une compétition qui s'est instaurée entre ces différentes sociétés de construction et des constructions privées.
Et ensuite, bah voilà, un petit peu le savoir-faire français, l'ingéniosité française a pu permettre très rapidement, et du coup, bah, c'est Dassault qui a pu l'exprimer en l'espace de 2 appareils, hein, d'abord l'Ouragan et ensuite les Mystères, capables de créer des avions à même de rivaliser avec les productions étrangères. Donc ensuite, un petit peu pour vous teaser la suite, la suite en fait, on parlera un petit peu donc la prochaine fois de l'âge d'or aéronautique français, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que l'Ouragan et le Mystère vont être le point de départ de décennies extraordinaires pour la construction française, avec des avions absolument mythiques. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Donc le Mirage 3 qui suivra directement le Mystère, les avions Mystère, donc qui sera développé donc à la fin des années 50 et rentrera en service dans les années 60. Le Mirage 4, qui sera notre premier chasseur bombardier à vocation nucléaire, donc qui sera le garant de notre indépendance, du premier vecteur de notre force nucléaire, jusqu'au Mirage 2000, qui arrivera donc du coup, qui sera développé à la fin des années 70 et du coup qui préfigurera le Rafale. Comme je vous l'avais dit en introduction, restera le centre de cette série d'interventions. Donc écoutez, je vous remercie tous pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.